on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an, 2 ans peut-être. Il y a 2 ans. Et donc il y a un lieu assez fantastique où il expose pas mal d'œuvres. Qui va nous... Pardon. Et donc il va nous parler aussi de cyber Moyen-Âge, Hackerspace et Fab Lab. Donc et aussi pas mal il travaille beaucoup sur tout ce qui est design, tout ce qui est aussi travaille sur les éoliennes. Beaucoup de... Si vous avez envie de monter une éolienne, il faut aller voir les liens, aller le voir dans sa ferme. C'est près de Toulouse, le long du canal du Midi. Bon, je laisse régler les problèmes techniques. Donc ouais, je vais vous présenter cette idée de cyber Moyen-Âge. Et il y a une connexion évidente avec tout ce qu'on vient voir aujourd'hui dans une recherche d'autonomie, de partage, d'autonomie locale. Moi, quand je vois cet exemple-là, c'est une évidence que c'est un sujet qui trouverait sa place sur place à cet endroit qui s'appelle l'illégal. Et qui peut essaimer, à un moment parler, quelqu'un faisait la remarque de tout ce boulot qui a été fait un peu seul, mais moi ce que je retiens surtout, c'est l'idée, la possibilité d'un mode de propagation virale de ce genre d'idée. C'est-à-dire moi demain je récupère, j'ai le projet sur cet endroit de créer une chose comme ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place très très vite. Alors, Open Source Fabric Laboratory, voilà, l'idée c'est de créer une sorte de Fab Lab, un lieu d'expérimentation autour de toutes ces technologies et autour de la convergence en fait de solutions ancestrales qu'on pouvait utiliser dans le bâtiment, dans l'alimentation et aussi dans tous les domaines des hautes technologies. Alors sur place, et c'est là que ça pourrait être tout à fait dans la continuité, on a développé, avec l'idée d'avoir un Fab Lab qui soit totalement autonome, on a développé des éoliennes, des trackers solaires. Alors le tracker solaire, on a eu un petit souci avec les 2 jours de tempête. Hier soir, je l'ai retrouvé couché. Parce que je suis rentré hier soir, parce que ce lieu est en fait donc, tout près de Toulouse, en partant de vers la Méditerranée. Je ne sais pas si l'image on voit bien, mais c'est une photo vue d'un avion. En bas de l'image, on découvre la ferme et le canal du Midi. Donc on se situe dans les plaines du Lauragais, entre l'autoroute et le canal du Midi. C'est historiquement cet endroit quelque chose qui est excessivement dense en circulation énergétique humaine, on va dire. Donc on retrouve le train, on retrouve Saint-Jacques-de-Compostelle, on retrouve énormément de vent. Voilà, c'est un lieu qui est extrêmement puissant en termes d'énergie. Voilà, alors au travers de ces éoliennes, c'est un gros sujet que l'on traite à cet endroit. C'est une manière de capter un petit peu de ce vent qui passe en permanence. On ne sait pas encore capter l'énergie des voitures qui passent sur l'autoroute à côté, mais pourquoi pas. Alors là, c'est pour me présenter un peu, c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour situer que, en fait, moi j'ai une formation très liée à l'industrie. J'ai une formation de Gazard, d'ingénieur arts et métiers. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise qui fabriquait des automatismes de gros portail. Et puis, je me posais quand même beaucoup de questions. Non, ensuite, j'ai travaillé dans un gros cabinet de design. Et je me posais beaucoup de questions sur notre production, sur notre organisation collective, sur la production de masse. Il se trouve que dans ces 2 boulots, depuis à peu près 20 ans, j'utilise, pas quotidiennement, mais très fréquemment, des imprimantes 3D, mais qui étaient utilisées dans une logique
de validation avant de la grosse production, avant de la grosse série, pour des tests marketing, des validations de montage. Mais dès le départ, par rapport à mes questionnements que je pouvais entretenir sur l'industrie et la production de meubles, je me suis dit, là, il y a des choses qui peuvent être utilisées pour une toute autre logique. Alors, oui, après le cabinet de design, j'ai démissionné. Je me suis présenté pendant 3 années comme objecteur de travail. Pendant cette période-là, j'ai essayé de monter un projet autour de ce bâtiment, autour de la problématique énergétique, mais peut-être davantage lié à la construction et à l'énergie. Il n'y avait pas tellement l'aspect haute technologie, Fab Lab, ces choses-là. Et malgré tout, au bout de 3 ans d'objecteur de travail, c'était compliqué financièrement. Il se trouve qu'une grosse entreprise m'a rappelé pour prendre la direction du bureau d'études, donc je suis parti travailler chez Somfy, chose que je fais depuis 3 ans, et je cultive de fait la schizophrénie de la situation. Alors voilà, là il va falloir pencher la tête. C'est le bâtiment dans lequel se situe ce Fab Lab illégal. Libre, il n'existe pas vraiment, mais il existe aussi de fait. Enfin, voilà, je ne sais pas trop, il n'y a pas de statut, il y a des choses qui se font, mais j'aurais vraiment aujourd'hui du mal à définir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le bâtiment. Là, on illustre des choses qui ont été faites, qui existent sur place. Le fameux tracker solaire qui est tombé hier, mais par rapport à toutes ces logiques d'autoconstruction, de recherche d'autonomie, l'énorme avantage, c'est qu'aujourd'hui, ce truc-là, on va pouvoir le réparer, le remettre en route sans aucun souci. Pour expliquer un peu, c'est un miroir motorisé qui suit le soleil toute la journée et qui le renvoie sur un point fixe du bâtiment. Avec un ami qui a un lieu en Ardèche qui s'appelle Avec vue sur la mer, on développe l'idée de mettre plusieurs trackers solaires comme ça en réseau et de les projeter sur un système qui est ensuite un concentrateur qui permettra de faire tourner un moteur Stirling et produire de l'électricité. Donc l'idée sur ce laboratoire, sur cet endroit, c'est d'arriver à générer suffisamment, mais il n'y a pas besoin de beaucoup non plus, de matériel, surtout du réseau, des connexions et des compétences pour pouvoir développer, avancer ce genre d'objets liés à l'énergie. Et avec la seule contrainte, je dirais, c'est que tout ce qui est développé sur ce lieu-là est ensuite en copyleft, accessible à la communauté des makers, des autoconstructeurs et la communauté du web. Ensuite, il y a ces éoliennes. Alors là, la présence du Petit Prince, des hélices, ça a une connexion avec Toulouse, mais ça a surtout le sens en fait de dire que toutes ces démarches-là sont fondamentalement artistiques et sont positionnées dans on va appeler ça un concept d'art contemporain, post-industriel, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, que ce sont des machines, des sculptures qui produisent de l'énergie. Alors aujourd'hui, dans l'art, on va voir des artistes qui vont consommer de l'énergie pour faire vivre ou faire fonctionner leur œuvre. Là, ce sont des machines qui en produisent. Alors là on revoit donc ces éoliennes, il y a 2 modèles d'éoliennes. Ce sont des machines qui ont été développées par Luc Pigot, qui est un Écossais, qui a mis ces objets-là en accès libre depuis, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Enfin, depuis, à la limite, bien avant que vraiment apparaissent toutes ces logiques de Fab Lab. Aujourd'hui, mon idée, dans cette idée de cyber-Moyen-Âge, de rencontres autoconstructeurs et hackers ou makers, c'est d'amener à les faire se rencontrer et voir comment, là, aujourd'hui, le développement de ces machines-là, ça fonctionne que sur un support papier qu'on distribue au travers de stages qu'on organise un peu partout en France avec une autre asso qui s'appelle Tripalio pour former des autoconstructeurs à la construction de ces machines. La connexion sur place avec cette logique-là, ça va être qu'aujourd'hui, les pales, on fabrique tout à la main, on les taille dans du bois, c'est quelque chose qui serait trivial à modéliser et à développer une machine ou à usiner avec des gens, des Fab Labs qui pourraient avoir des machines adaptées.
usiner très simplement ses ailes, les pales de ces machines. Pour situer un peu aussi, sur ces éoliennes-là, il y en a une sur place qui fait 2100 watts et l'autre 1700 watts. Si je demande ce que ça représente pour tout le monde, 2000 watts, la plupart des gens n'ont aucune idée d'abord de ce que ça peut faire fonctionner comme machine, et encore moins d'idée de ce que ça représente comme effort pour l'être humain pour générer ces 1700 watts. Et dans toutes nos réflexions, dans tous les domaines, c'est quelque chose qui est totalement absent, c'est ce rapport à l'énergie équivalente d'un humain. Aujourd'hui, chaque fois qu'on voit des mecs faire des analyses de la consommation d'énergie sur Terre, le pourcentage nucléaire, du charbon, du machin, à aucun moment on n'est pris en compte l'énergie de l'être humain qui est fournie au système. Quand on marche, on va fournir quelques watts au système, il n'est jamais comptabilisé nulle part sur. Donc là, sur ces machines-là, il y a beaucoup d'énergie aussi qui sont faites par le fait que tout est fabriqué à la main. Donc on bobine le rotor à la main, on fabrique absolument tout. Pour le resituer dans un contexte économique, on va dire que le prix de revient d'une machine comme ça, c'est en gros 500 €. On réduit au maximum le besoin d'apport de produits fondamentalement industriels. En gros, c'est du fil de cuivre et des aimants terre rare. Tout le reste, c'est de la récup. Après, techniquement, c'est quelque chose de très très chiadé. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un système de régulation qui est 100% mécanique, qui ne demande aucun asservissement. Par rapport à toutes les démarches Fab Lab, je trouve totalement fabuleux. Le truc, c'est d'après moi, il faut malgré tout minimiser au maximum l'utilisation de ces technologies-là pour faire fonctionner des systèmes automatisants, autonomisants. Donc là, c'est la protection par rapport au vent fort, c'est totalement mécanique. Bon, après, il y a des choses qui rejoignent tout ce discours sur l'art, beaucoup des conteneurs. Tous ces éléments-là sont présentés comme des sculptures. Il y a des systèmes de toilettes sèches qui sont voilà, excessivement en lien avec toute la logique de l'hydroponie. On crée un système circulaire qui va fonctionner sur place, les poissons qui font caca, qui nourrissent les plantes, qui nourrissent l'humain, enfin voilà, ce genre de fonctionnement. Là, il y a des choses qui se rapprochent avec... alors on fait du compost d'artistes, on a des petits sacs donc du compost réalisé avec de la véritable merde d'artistes. On a un système de compost qui est fait à partir de serre récupérée, d'arceaux de serre. Donc la forme n'est pas anodine, elle est aussi dans cette illustration et cette réflexion autour du cercle. Donc on produit des déchets, on les met à composter, on les réinjecte dans le potager. Alors cette logique-là a complètement la place pour moi dans cette idée de Green Fab Lab, où on ne sait pas trop comment l'appeler. Beaucoup de récup, fonctionner localement. Donc ça c'est la grande salle, la salle dans laquelle... alors hier soir il y avait un gros concert dans cette pièce-là. Vraisemblablement ça sera un des derniers avec cette forme-là. Maintenant on va vraiment basculer vers une activité laboratoire, lieu d'expérimentation et Fab Lab. On est assez fan des bus. Il y a donc ces réflexions autour de l'autonomie énergétique, la récup, l'art. Là, c'est un demi-bus de CRS qui est incrusté dans le bâtiment, mais qui est utilisé et intégré comme une serre solaire passive dans la gestion thermique du bâtiment. On peut aussi imaginer à nouveau que demain, le Fab Lab, le Green Fab Lab permette de générer une petite électronique qui permette de gérer l'interface avec le bâtiment sur la gestion de l'air chaud. C'est un bus qui est situé plein sud. Et donc voilà, on utilise toute la surface vitrée pour chauffer l'air à l'intérieur et créer un échange thermique avec le bâtiment. Et un dernier bus, c'est aussi des réflexions sur l'évolution de nos véhicules. Aujourd'hui, on a un véhicule qui ne marche plus, on le détruit, on récupère l'énergie. Nous, on le capte parce que moi, finalement, une fois que l'humanité a mis énormément d'énergie dans un produit, je trouve que c'est un côté... bon, c'est pas pertinent et je trouve que c'est pas respectueux de le détruire. Quand des gens ont travaillé sur ces trucs-là, nous on les récupère et on l'a intégré aussi dans le bâtiment. En ce moment, c'est on rentre par la porte là dans le bus et par la porte juste à côté, on rentre dans le Fab Lab.
Alors d'autres objets ou de choses donc, qui naviguent entre technologie, savoir-faire ancestraux et puis art. On a donc des systèmes de chauffage au bois, des poêles de masse, des systèmes de chauffage à inertie. Le premier là-haut, il a été fait en briques de terre compressées. C'est un ami qui a développé ce truc-là. Tous les fichiers, tout a été modélisé en 3D. Aujourd'hui, les fichiers de ce poêle sont open source, sont accessibles. Et dans le laboratoire, l'idée suivante, ça pourrait être de développer la brique, la presse qui permettra de fabriquer ces briques et de produire son poêle de masse. Pour situer à nouveau sur les aspects économiques, un poêle de masse aujourd'hui équivalent à ça, ça va coûter 10 000 €. Celui-là, il coûte 300 € à condition, nous on l'a fait à 3 personnes pendant 5 jours, ou 5 personnes pendant 3 jours. Ce qui fait que un gars qui le ferait tout seul, admettons, lui, il va y passer 15 jours, ça lui fait 10 000 € d'économiser, peu de trous, donc voilà, ça sera le meilleur salaire de sa vie pour la plupart d'entre nous. Donc c'est une autre logique de diffusion, de production, c'est la relocalisation à l'extrême de la production. À côté, il y a d'autres poêles de masse que j'avais conçus, donc à l'époque, je travaillais dans ce cabinet de design, dans lequel on a introduit en fait de la modélisation 3D et intégré des formes beaucoup plus douces dans la structure du poêle, sachant que ces poêles existent depuis des centaines d'années, mais l'industrie et la technologie imposaient en fait un peu de le faire sous forme de briques, de choses très géométriques, parce que les moules exigeaient ce truc-là. Aujourd'hui, on pourrait imaginer, moi c'est dans mes délires, de rendre utile tous les robots, toutes les machines d'imprimante 3D qui peuvent germer dans tous les cerveaux en ce moment. Avec Nicolas, on a eu parlé d'une imprimante 3D à béton. Moi, sur un projet comme ça, s'il passe par cet endroit, c'est avec l'idée qu'il imprime un poêle de masse. Ce qui permettrait en plus, dans tous les systèmes de circulation de fumée à l'intérieur, d'intégrer des courbes, des volutes, des choses dans l'espace, pour finalement le rendre beaucoup plus performant. Celui-là, donc la photo 2 et 3, sont des poêles industriels qui doivent avoir les meilleurs rendements, que le meilleur rendement aujourd'hui mesuré au CSTB sur ce genre de poêle. Et pour moi, c'est lié au fait d'avoir intégré dans le poêle et dans les circulations de fumée beaucoup de courbes, de galbes, et du coup d'être beaucoup plus en phase avec, avec les flammes et avec le principe des fumées et des flammes. Et ça a été rendu par l'utilisation de la 3D, de l'usinage de mousse pour fabriquer les moules, et de sortir de la planche pour fabriquer les moules pour un même objet. Bon, dans les choses un peu humoristiques, tout l'étage, les surfaces vitrées, là, ça sera la partie plus, je dirais, à la fois dortoir et à la fois bureau. Chaque fois, ces éléments-là, ça doit être listé à côté, toujours ce discours de dire ce sont des œuvres d'art. Alors, il y a une sculpture qui s'appelle Porte jaune, il y en a une autre qui s'appelle Porte rouge, et on décline. Après, il y a des choses sur le cercle, sur le cycle, symboliquement. Pendant ces quelques jours, on a souvent parlé de troisième révolution industrielle. Symboliquement, pour moi, notre civilisation industrielle, c'est vraiment l'obsession du carré, de l'angle droit, de la ligne droite. Alors il y a une raison un peu inconsciente derrière, c'est une éloge qu'on a de l'énergie inouïe dont on dispose. Pour faire un parpaing, un cube, il faut y mettre énormément d'énergie. Si demain je vous demande d'aller à la plage et de faire un tas de sable carré, alors parce que vous êtes ingénieur, technicien, malin, vous allez faire un coffrage en bois, tasser énormément, le truc va tenir. Mais ça va lui dire qu'on y a mis énormément d'énergie dedans. Si vous voulez faire un tas de sable rond, ça va se faire de manière très simple, triviale, à la main, et quelques jours après il restera. Donc voilà. Il y a un truc dans la forme, dans la conception, qui est radicalement différent de la manière dont tout a été pensé par l'industrie et par cette logique industrielle de production de masse. Donc bon, il y a des petits symboles, je pourrais en reparler à d'autres occasions, sur les cercles rouges.
des fours à pain en terre-paille. Donc là, on organise déjà beaucoup de stages sur la fabrication de ces fours à pain en terre-paille. Il y a des petits clins d'œil, je ne sais pas si on le voit trop bien, mais ça c'est une voiture, c'était une sculpture aussi, mais qui intégrait d'une certaine manière l'avenir de l'automobile individuelle telle qu'elle est aujourd'hui, et qui avait dans l'idée d'être intégrée comme, toujours en utilisant toute la surface vitrée du véhicule, comme une serre solaire passive connectée au bâtiment. Alors depuis, je ne sais pas si c'est le logo qui colle, mais il y a des jeunes, on va dire, qui sont venus et qui ont décanillé toutes les vitres, donc bon, son destin sera autre, mais l'idée à la base c'était ça. Donc ça c'est des petits logos que j'avais, je ne sais pas s'ils se lisent, qui étaient une critique ou une petite moquerie de notre civilisation de consommation et à quel point on est matraqué par les marques. Et c'est un truc qui me fait triper avec les enfants quand ils sont dans l'apprentissage de la lecture, de ces logos. Et voilà, ça leur crée un petit décalage. Après la connexion avec l'idée du Fab Lab, du DIY, du DIO, de la relocalisation de l'industrie, c'est-à-dire, moi ce truc-là, je refuse de l'industrialiser, je refuse d'en faire des t-shirts, de le vendre, j'ai pas que ça à faire, enfin voilà, et puis ça m'intéresse pas. En revanche, l'utilisation des supports numériques font que moi demain je peux mettre, je vends des clés USB dans lesquelles il y a absolument tous ces logos et ce qui permet à tout un chacun de s'imprimer son autocollant, s'imprimer son t-shirt et voilà, donc relocaliser la production. Je pourrais avoir l'ambition de faire une série de t-shirts en me disant je vais me faire des couilles à Nord, ouvrir des magasins partout, aller les faire fabriquer en Chine. Bon, mais moi c'est pas une vie qui me fait rêver, je connais trop bien ce genre de fonctionnement. Je préfère utiliser ce mode de propagation virale de l'idée, parce que ce qui m'intéresse au final, c'est l'idée qu'il peut y avoir derrière ces logos. Alors j'en profite, je vais le faire tout doucement, mais il y en a un que j'adore, enfin c'est pas mon préféré de loin, mais c'est une petite papille, mais c'est l'anagramme d'Airbus, je ne sais plus où il est. C'est Subira. Il y en a, c'est des anagrammes, le langage et les mots, des fois, amènent à des choses étonnantes. Alors là, on a regardé un peu le côté low-tech, je dirais, de ce projet de Green Fab Lab. Là, on va attaquer le côté un peu plus high-tech ou un peu plus parlant par rapport à tout ce qu'on a vu ces jours-ci. Je vais essayer de montrer concrètement ce qu'on peut générer avec une imprimante 3D, d'objets utiles, d'objets fonctionnels, de sculptures, de sens fondamental. Donc c'est une poussette avec une roue sans axe. C'est un lien pour moi avec la logique de l'hydroponie où on essaie de recréer un cycle en minimisant la matière. Il n'y a plus le substrat, il n'y a plus la terre. Là finalement c'est un peu la même chose. Il n'y a plus l'axe matérialisé, c'est une révolution immatérielle. C'est aussi pour moi ce qui se passe aujourd'hui, et par rapport à cette idée de troisième révolution, c'est quelque chose qui est très diffus, qui est horizontal, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais qui existe de fait. Alors pour être encore plus en concret, ça c'est un produit qui est fait en impression 3D. J'ai amené des pièces à faire circuler pour toucher ça. C'est du frittage de poudre. Donc je pourrais préciser éventuellement. Mais surtout le plus intéressant, alors je vais laisser le micro 30 secondes, je vais vous chercher le vrai produit parce que c'est le plus intéressant. Il n'y a pas de marche, c'est dommage, parce que l'énorme intérêt de ça, c'est qu'on monte les escaliers avec une grande facilité. Donc tout ce truc-là, c'est fait en imprimante 3D. Moi je refuse de le breveter, je refuse de l'industrialiser, c'est là, si demain quelqu'un veut en faire quelque chose, ben voilà, c'est parti. Par rapport à la logique de conception des pièces qui circulent, en fait, elles permettent des réalisations qui sortent de la logique des produits issus de l'industrie. Ces pièces, elles sont creuses à l'intérieur. Et vu qu'on fabrique absolument tout dans l'espace, il
il y a des petites colonnettes à l'intérieur pour rigidifier l'ensemble qui serait totalement infaisable par d'autres procédés, quoi. Le dessin avec la petite princesse, là, c'est juste pour illustrer que, en fait, très très rapidement, à partir d'une idée, d'un croquis, on peut générer une image de synthèse, on peut générer un fichier 3D, on peut générer l'objet en... ça peut être, s'il y avait une sorte de challenge ou de truc, c'est 5-6 jours. Pour passer de l'idée à l'objet, alors Duchamp parlait du ready-made, là on pourrait parler de ready-thing. Alors d'autres projets ou idées ou choses en cours sur, éloge de la lenteur, un des gros problèmes de notre civilisation, c'est un des trucs qu'on voudrait illustrer sur place, c'est le rapport à la vitesse. On se plante totalement, l'énergie nécessaire pour avoir le carré de la vitesse, assez trivial, donc voilà. Après, ça voudrait dire qu'on peut imaginer générer des modes de déplacement tout à fait agréables en mixant des choses électriques et des choses comme ça. Il y a un projet qui est en cours sur place qui était de fabriquer une voiture, montrer que une petite structure, des bons réseaux, des bonnes connexions à quelques personnes, on fabrique une voiture au milieu des champs de tournesol dans l'Auragais. Là, toute la partie mécanique, châssis, moteur est terminée. On est parti dans des idées de récup sur un châssis de coccinelle raccourci avec un moteur, un 1776, turbine Porsche, 2 gros carbus, un truc de taré au niveau moteur. Alors tout le monde me demande, ouais, mais tu mets quoi comme moteur, il marche à quoi? Je dis, moi je m'en fous, ça va être au contraire un gros moteur super préparé. Par contre, le truc, c'est de dire, on est parti que d'éléments qui existaient. L'industrie automobile nous dit, ouais, maintenant, on va scratcher toutes les voitures thermiques et l'industrie va repartir à fond la caisse avec les bagnoles électriques. Bon. Moi, je pense qu'on a quand même un souci en amont dans ces logiques de production. Donc voilà, c'est montrer qu'on peut fabriquer ça. Ça, c'est quelque chose qui devrait rouler au printemps l'an prochain. L'objet dessous, c'est un prototype qu'on a fait sur... Alors, c'est le même principe d'alternateur que l'on a sur les éoliennes Pigotte. On a fait ce truc-là avec un ancien ingénieur d'Airbus de Toulouse qui est à la retraite, qui tripe sur les éoliennes, qui tripe sur les modifications des véhicules pour fonctionner à l'huile de friture, et avec qui on a fait ce proto. Et en fait, le truc, c'est qu'en pédalant, on produit l'énergie pour faire fonctionner son ordi portable. Donc si on mélange ça, voilà, ça, pour moi, ça illustre énormément le truc de... une centrale nucléaire, à 10 personnes, on va produire l'énergie pour 1 million. Moi, je préfère vachement la logique où 10 personnes qui produisent 1 million de watts. Je préfère énormément la logique d'1 million de personnes qui produisent 10 watts. Et ça, finalement, c'est illustrer cette logique-là. Alors à nouveau, là, pas de brevet, open source, et puis une idée d'un petit fake en introduisant le logo de Mac. Ça, c'est un des projets de faire une version ultra clean, ultra design, et dire, ben voilà, Macintosh ou Apple anticipe la disparition de l'énergie et propose une machine qui lui fournira l'énergie pour continuer à vendre ses applications. Mais en open source, la machine. Enfin, eux diraient pas ça, je pense. Bon, là, il y a des choses... c'est un peu plus maintenant le projet de la synthèse de ces deux trucs qui ont été amenés en parallèle depuis des années, autour de... Ouais, beaucoup autour de l'habitat, de réflexion sur le cercle. Là, on retrouve des choses qui pourraient avoir des connexions et leur place avec, à nouveau, le principe d'hydroponie. L'idée de créer une île, alors l'île légale, qui pourrait être une maison flottante totalement autonome, passive, autonome mais sur la matière. Elle pourrait embarquer une serre pour gérer de l'alimentation. Voilà, de multiples projets autour de tout ça, je ne vais pas les creuser plus que ça. Mais ouais, plein de connexions quand même avec le truc avec le sujet d'avant. Cet été, on a réalisé en fait une première rencontre hacker, autoconstructeur. Alors moi, mes copains ou ma génération, plus, quand moi je leur parle, ouais, venez voir les autoconstructeurs d'imprimantes 3D, les hackers et tout, ils disent, mais attends, non, rien du tout, j'y comprends rien. Et
Et finalement, moi, à force de les tanner, ils sont venus et ça les a fait triper complètement. Donc maintenant, c'est vraiment continuer sur ce truc-là, créer ces connexions entre hackers et autoconstructeurs, entre Fab Lab et Babacool. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur le fonctionnement de l'endroit, aujourd'hui, c'est centré sur un café associatif qui organise des concerts, des résidences, des ateliers. On va conserver cette activité-là. On fera certainement beaucoup moins de concerts. Par contre, on va accélérer et développer davantage tout le côté Fab Lab, laboratoire et lieu d'expérimentation. Donc voilà, il va y avoir tout cet hiver par rapport à cet objectif-là. Bon, je mettais création du Rimrap Tripalium. Dans les sujets qui me feraient triper pour faire converger ces deux univers, serait de fabriquer une machine qui serait dédiée spécifique à la morphologie aussi de ces pales et de pouvoir usiner ces pales qui sont souvent un point faible de rupture de ces machines-là. Il pourrait y avoir aussi dans la convergence des deux univers l'idée d'associer une antenne radio sur cette éolienne. Et c'est quelque chose qui pourrait être construit l'an prochain au mois de mai, en connexion avec le Fab Lab ou le Hackerspace de Toulouse, de dire voilà, pendant une semaine, nous on sait faire, on construit une éolienne intégralement. Et le but, à la fin de la semaine, c'est que la ferme soit reliée au réseau tétaneutral de Toulouse, avec la machine qui fournit l'alimentation pour l'antenne radio. Voilà, bien, en gros le projet. Si vous avez des questions, alors le truc qu'on va faire, c'est en 2013, c'est un titre en plus. On va organiser, je ne sais pas sur quelle fréquence, mais certainement les dimanches, des soupes créatives, avec l'idée de le matin peut-être faire un peu de chantier, de bricolage, une soupe à midi, et puis le soir et l'après-midi, poser des réflexions autour de ce projet de Green Fab Lab. Alors, un truc ouvert, pas qu'aux experts. Il y a énormément de gens que cette réflexion fait triper. Donc voilà, ça va être d'établir des connexions en réseau et puis de voir comment on peut mettre en œuvre tout ça. J'ai une petite question. J'ai vu sur la présentation, le slide de la poussette, tu dis que, j'ai noté, c'est une révolution invisible, mais la poussette reste vide. Pourquoi elle est vide? Pour l'instant, elle est vide parce que ça reste une œuvre d'art. Et qu'elle demande qu'à vivre finalement, et puis à partir de ce laboratoire, quoi, et que des gens la remplissent, je sais pas quoi. Bonjour, félicitations, je trouve ça génial. Merci. Je voulais savoir, vous avez parlé de dortoir. En fait, vous accueillez des gens l'année pour... Alors, pour l'instant, le fonctionnement, il a été surtout celui du café associatif. Mais c'est vrai qu'il y a eu des résidences, il y a eu, chaque fois qu'on fait ces ateliers d'autoconstruction d'éoliennes, les gens tombent sur place. Donc soit camping devant, entre la ferme et le canal, soit c'est un dortoir très précaire aujourd'hui, mais voilà, il y a un plateau qui doit faire 150 mètres carrés pour dormir à l'étage. Bonjour, c'était pour savoir, vu le bolide que tu es en train de nous préparer, encore tu vas nous faire le coup de l'œuvre d'art, je suppose? Ou alors est-ce qu'on n'arrive pas à une petite limite de la feinte, quoi? C'est à voir, c'est à discuter. Après, c'est un véhicule pour lequel j'ai une carte grise, qui est une carte grise de buggy. Dans l'univers du tuning, de l'AVV, du hot rod, il y a énormément de véhicules qui roulent avec ça, donc pour moi, il n'y a aucun souci. Après, sur ce sujet-là, bon, l'art, effectivement, il aura ses limites, mais voilà, mon idée, moi, c'est si demain, il y a une confrontation avec le système administratif, je dis, ben, ouais, ok, je ne sais pas comment il faut faire pour que ce truc puisse rouler, mais on le regarde, on le fait ensemble.
on rédige le truc ensemble. Bon, ça c'était l'idée que j'avais trouvée tripante de Philippe Langlois l'an dernier sur une manière de résoudre certains problèmes administratifs. Quand il y a des contradictions, je suis vraiment de bonne volonté, j'ai envie, mais alors on s'assoit à côté, on le fait ensemble. Ben, le mec, il le fait une fois, la deuxième fois, il dit non mais il est tard. Il y a un autre projet qui n'est pas tout à fait là, mais qui sera pour un peu plus tard. On a un vieux combi Volkswagen de 1968 qui est transformé en roadster, en cabriolet, le toit s'ouvre avec des vérins, donc ce truc fonctionne, c'est le cœur de mon métier d'origine, on va dire. Et l'idée c'est de transformer, de réaliser une conversion électrique. Alors là effectivement se pose le problème de comment l'utiliser. Là, la conversion qu'on prévoit, c'est un moteur de 13 kWh, il y aura 140 km d'autonomie. L'idée, c'est de pouvoir, du Fab Lab, aller jusqu'à 70 km max pour toute la matière première dont on a besoin pour fonctionner sur place, y compris l'alimentation, la bière qu'on a chez un fournisseur qui fait de la bière bio dans le Tarn. Voilà. Donc s'inscrire dans cette logique-là, le truc, aujourd'hui, si tu veux faire passer un contrôle technique à une bagnole électrique, il n'y a pas la case. Et là, l'astuce, ça serait d'avoir un numéro de SIRET de bureau d'études et de l'utiliser comme un prototype. Et ça peut fonctionner sans souci. Merci pour ta présentation, qui était très originale. Moi, j'ai une question sur le paradoxe d'être à la fois chez Somfy, qui fait des mécanismes d'automatisation de volets blancs, et de faire en même temps, dans la même vie, ça. Pourquoi pas faire qu'une chose et pas être chez Somfy et faire que ça, ou l'inverse? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'attache encore au volet blanc? Clairement, aujourd'hui, effectivement, l'apparente incohérence, elle est juste justifiée par le fait qu'un finance l'autre. D'accord. Raison numéro 1, principale, fondamentale, vitale. Après, intellectuellement, je trouve qu'il y a aussi des trucs à amener chez Somfy. Même si on ne changera pas le système, mais moi je pose la question aujourd'hui, je sais que genre dans les cartes Arduino, que Snoodlab reçoivent de plus en plus de demandes pour hacker le système Somfy. Moi, je ne sais même pas qu'en penser. Voilà, je suis entre les deux, j'écoute, mais ce qui est sûr, c'est que... En fait, t'es entre les deux, en fait. Tu as une position qui est entre les deux. C'est autre chose. L'idée du cyber Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a à apprendre dans deux logiques. C'est pas l'un, l'autre, c'est vraiment un truc qui fonctionne sur une logique différente. Et donc, tu as dit dépasser le paradoxe finalement. Tu as dit c'est une apparente illusion. Ou une apparente illusion. Ouais, j'ai dit ça, je sais plus. Mais j'aime bien ces phrases un peu. Il y avait un truc, on avait fait une des premières constructions d'éoliennes, ça s'appelait l'illusion de l'imperfection. L'illusion de l'imperfection. Comme Wabi Sabi, dans le design japonais. Ils disent, c'est une philosophie de design japonais où ils expliquent que le plus beau design, c'est celui qui est imparfait. Il faut que la tasse ait un détail qui cloche pour qu'on accède à la beauté. Si c'était trop symétrique, ce ne serait pas beau. C'est l'avantage avec le DIY et la bidouille, c'est que il y a toujours les détails. C'est plein de cette beauté. Et la deuxième question, c'est sur... moi, je vais parler ce soir dans mon talk du paradoxe, justement, et des figures. Pour moi, tu es un bon exemple de quelqu'un qui a un pied dans les deux mondes. Tu sais, il y a un terme, c'est les psychopompes. Tu sais, un psychopompe, c'est un mec qui relie le monde des morts au monde des vivants. Et moi, je trouve que tu es un petit peu ce genre de personne qui est à la fois dans le monde industriel et dans le monde de la création, et qui peut relier ces deux espaces. Il y a plein de figures de ça. Il y a Harlequin, il y a les chamans, il y a pas mal de gens. D'ailleurs, tu es habillé d'une manière paradoxale. Paradoxale au sens, la doxa, c'est le sens commun, et parade, tu t'affrontes déjà dans ton discours, dans ce que tu es, à ce qu'on peut penser de toi. Et moi, je trouve que tu es un personnage intéressant pour ça, en tout cas comme tu publies aujourd'hui avec nous. Et comme tu as répondu juste avant, tu as dit cette roue elle est vide, c'est-à-dire elle est à prendre, et elle est aussi à partir de chez moi, elle va partir de chez moi, elle est à partir de chez moi. Donc tu vas nous donner des choses qu'on pourra remplir nous-mêmes. Donc moi je trouve que dans les Fab Labs, on a besoin de gens comme toi qui relient les deux mondes et qui nous donnent des choses qu'on pourra remplir.